Oui, ben, je vais la contacter. J'ai contacté une autre organisation la semaine dernière qui fait ça de l'accueil au niveau de l'immigration. Euh, donc, j'ai pas vraiment besoin de diffuser mes recherches d'emploi tant que ça. Il y a des gens qui arrivent ici qui ont des diplômes en communication, comme il y a des femmes qui ont vécu des situations particulières comme moi, qui ont des diplômes en communication. Et puis, ça, tu sais, là, ça a de merveilleux avantages. Là. Moi, mon équipe, les gens qui travaillent avec moi, ils sont très, très motivés. Ils sont impliqués. Ils savent qu'ils travaillent pour une cause quelconque. Qui a des conséquences positives sur toute l'équipe aussi, c'est-à-dire que, par exemple, plus on a de clients, mais plus on peut recruter une autre personne. Donc, même les gens qui n'aiment pas ça vendre dans mon équipe, là, ils vendent ou ils vont faire du développement de marché pour pouvoir faire grossir l'équipe. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 58. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous passez une belle fin d'année, un beau mois de décembre. On est déjà rendu au tournant de l'année et je suis en train de clore mon année de contenu, en train de clore mon année financière, tout comme vous. Et puis aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer un peu comme entrevue, comme réflexion, c'était autour de comment on fait pour avoir de l'impact en lien à nos valeurs quand on est entrepreneur, puis comment on fait pour jongler entre ce besoin, ce désir de survivre de notre entreprise, de vivre de notre entreprise et donc de faire du profit, tout en restant justement aligné à nos valeurs, aligné avec peut-être une conception plus élevée de l'impact qu'on veut avoir que simplement l'impact individuel ou l'impact sur notre famille. Parce que, bon, je dis pas que avoir une entreprise qui a pas fondamentalement une valeur sociale ou responsable ou éthique, c'est pas quelque chose qui va servir à la société ou à la communauté. Je dis juste que des fois, ou tu sais, dans certains cas, la dimension responsabilité, justement, va au-delà de simplement générer de la richesse, générer de l'abondance ou bien simplement, créer une nouvelle vie pour soi-même. Et ça faisait longtemps que je voulais parler de ce sujet-là parce que je trouve ça fascinant, les nouvelles définitions qui viennent autour de ce type d'entrepreneuriat-là, des entreprises qui sont très ancrées dans le communautaire, très ancrées dans les changements qu'ils veulent voir au niveau planétaire, au niveau social. Tu sais, là, je pense, tu sais, à des entreprises vertes, à des gens qui vont adopter des pratiques très, tu sais, pour valoriser des personnes qui pourraient être peut-être dans des conditions moins privilégiées. Et, tu sais, on a tous notre définition un peu de comment on vit nos valeurs dans notre expérience entrepreneuriale, mais il y a des catégories qui sont quand même établies pour voir si on fait partie d'une entreprise à impact social. Et c'est ça que je voulais spécifiquement parler. Puis là, tu sais, on peut penser aux co-op, on peut penser à tout un tas de, tu sais, à la certification B Corp, si vous connaissez, qui sont des façons de reconnaître quand des entrepreneurs vont mettre l'accent sur des processus de gestion, mais aussi des pratiques qui vont bénéficier comme ça à la société, au plus grand nombre. Alors, pour l'entrevue d'aujourd'hui, j'ai invité Isabelle Malbeuf, avec qui j'étais entrée en contact sur les réseaux sociaux parce qu'elle cherchait justement à parler de son entreprise, puis je trouvais ça intéressant, je voulais en savoir un peu plus sur son cheminement.
parce que Isabelle est propriétaire et fondatrice de Crowd Connection et elle détient près de 20 années d'expérience dans le domaine des communications, entre autres en publicité, comme journaliste, gestionnaire en grande entreprise. Et elle est aussi impliquée auprès de divers organismes communautaires pour femmes, ce qui lui a permis d'établir un réseau de contacts dans le secteur. Et je trouvais ça intéressant parce qu'avec Crowd Connection, elle est convaincue que les entreprises privées, comme elle, peuvent créer de l'emploi à un salaire digne pour des personnes vulnérables. Donc, c'est ça sa mission avec Crowd Connection, tout en servant leurs clients de façon professionnelle et être profitable. Donc, l'agence qu'elle pilote, qui est basée à Montréal, offre des services bilingues complets de marketing numérique en passant par la stratégie de médias sociaux, la création visuelle, la rédaction de contenu, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que elle va avoir comme clientèle des petites entreprises qui manquent de connaissances ou de ressources pour la gestion de leurs réseaux sociaux. Et elle va avoir une politique d'emploi au sein de sa propre entreprise qui va valoriser justement des femmes qui vont venir soit de milieux un peu plus difficiles ou qui sont issues, qui sont première génération d'immigrants ou des choses comme ça, pour pouvoir ouvrir, dans le fond, le marché de l'emploi à des personnes qui n'ont pas nécessairement les qualifications sur papier, je vais dire, pour se trouver facilement des jobs et donc leur permettre d'aller chercher cette première expérience-là ou des choses comme ça. Je trouvais ça intéressant parce que souvent, on pense à des entreprises sociales dans des domaines, tu sais, justement, le recyclage, des choses très techniques ou, tu sais, des façons de faire qui sont très, je dirais, tu sais, comme vraiment out there ou dans ta face en termes de comme impact social, mais je trouvais intéressant dans l'histoire d'Isabelle de comment elle utilise son expertise, son expérience personnelle aussi, son expérience de vie, puis comment elle peut, à son échelle, dans son industrie, dans son expertise, avoir cet impact-là, puis que ça nous donne la possibilité à nous toutes de réfléchir à comment est-ce que nous, on peut aussi intégrer peut-être un impact social à travers notre entreprise selon le degré qui nous convient naturellement. Alors, j'en dis pas plus, je vous laisse avec Isabelle et je vous laisse pondérer ça, à savoir, tu sais, est-ce que 2021 pour vous, c'est une année où vous aimeriez avoir peut-être plus d'impact? Et si oui, comment est-ce que ça pourrait se traduire au sein de votre entreprise? C'est la question avec laquelle je vous laisse aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Isabelle, bienvenue sur l'ambition au féminin. Je suis contente de t'avoir parmi nous. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, Tatiana. Et toi? Ça va bien, comme on se disait. On a un beau novembre ensoleillé, du moins une couple de fin de semaine. Fait que ça met de la joie dans notre cœur. Avec un début de semaine qui commence avec ton podcast, ça met encore plus de douceur avec la température. Ah, c'est gentil. Alors, Isabelle, je t'ai invitée sur l'ambition féminin parce que tu as une entreprise de communication qui est très intéressante pour l'impact social, la valeur sociale qu'elle se veut d'avoir. Puis j'aimerais ça que tu commences par peut-être nous expliquer un petit peu ce que tu fais, parler de ton projet d'entreprise, comment c'est né, qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette réflexion-là? Oui, en fait, pour revenir à la base, j'ai travaillé longtemps en communication, marketing, en grande entreprise, etc., etc. Puis, il y a quelques années, il m'est arrivé un événement, j'ai subi une agression. Puis, ça va parce que, en fait, quand les gens m'expliquent comment j'ai décidé ou pourquoi j'ai décidé d'ouvrir Crowd Connection, qui est le nom de mon agence, c'est que l'idée m'est venue là. J'ai dû prendre un moment d'arrêt pour moi, donc une petite pause santé, comme on va dire. Puis, à ce moment-là, je me suis mis à rencontrer plein de femmes, plein de gens qui venaient de communautés visibles, des immigrants, qui avaient toutes sortes de défis pour trouver de l'emploi. Les femmes, entre autres, celles qui sortaient de périodes de violence conjugale, qui n'avaient peut-être pas travaillé avant ou qui avaient des trous dans leur CV, soit pour un congé de maternité, soit pour un congé de maladie, avaient de la difficulté à se remettre sur le marché de l'emploi. Ensuite, je rencontrais plein de femmes merveilleuses qui avaient des diplômes en communication, peut-être qui venaient d'Algérie
ou d'Afrique du Nord ou d'Afrique centrale, et puis qui avaient de la difficulté aussi à se trouver leur premier emploi, un premier emploi qui va leur permettre de bien vivre, de vivre dans la dignité au Québec, donc qui n'est pas payé au salaire minimum. Puis, c'est ça, donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin juste d'un tremplin, d'un petit coup de main. Donc, après plusieurs mois de réflexion, voire même une année, j'ai recommencé à faire de la consultation. Et puis là, je me suis dit, ben tiens, tant qu'à à offrir des services de marketing, etc., je vais rajouter un petit peu d'âme à mon entreprise. Puis, je vais m'arranger pour que ça soit une entreprise à impact social. Donc, j'ai commencé à tisser des liens avec différents organismes, différentes communautés ici pour faire mon recrutement à même des bassins de gens qui ont un petit coup de main, là. Donc, Puis toi, personnellement, cette agression que tu as vécue, j'imagine ça a laissé des séquelles au niveau de ta confiance en toi. Puis, est-ce que toi, tu as vu un gros... Ben, à part l'arrêt de travail, un gros impact sur comment tu étais capable de te valoriser au niveau professionnel? Oui, ben effectivement, c'est une excellente question. Je me suis retrouvée avec un choc post-traumatique après. Puis bon, un choc post-traumatique, c'est tentaculaire, comme on dit, là, c'est un trou sans fin qui finit par finir, mais c'est quand même difficile à démêler pour plusieurs raisons. Puis, effectivement, je me sentais vide après de retourner au travail. Je me sentais pas valorisée. Puis, je me demandais si c'était moi qui avait changé ou qui manquait de confiance. Puis finalement, c'était peut-être un mix des deux, mais je pense qu'après avoir vécu un événement comme celui-là, ou un événement, ça peut être un cancer aussi, je pense que les gens ont besoin de réorienter leur vie vers autre chose, là, quelque chose de plus valorisant. Donc, moi, ça a été vraiment les communications, puis l'entrepreneuriat impact social. Mais ceci étant dit, moi, j'ai été fortement influencée par une femme extraordinaire qui est malheureusement décédée très jeune l'année dernière, qui s'appelle, la compagnie s'appelle Femme à Source. Donc, j'ai oublié le nom de cette jeune femme-là, mais elle a créé une entreprise en gestion de données. Puis, elle a sorti de la pauvreté des milliers et des milliers de personnes en Afrique en leur donnant un emploi à salaire digne, puis en les formant aussi. En entrée de données. Donc, c'est un peu de l'informatique. Là, donc, c'est ça. Donc, ça a été une grosse influence. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis comment je veux dire, là, tu faisais de la consultation en marketing. Est-ce que tu as toujours été à ton compte ou avant, tu étais à l'emploi? Tu sais, tu disais que tu étais dans le journalisme puis dans les coms. Oui. J'ai travaillé comme directrice du marketing, des communications, en construction beaucoup, au CUSUM. J'ai fait beaucoup de gestion de crise. J'ai été journaliste pour les médias écrits pour TVA, pour Jessica. J'ai été relationniste aussi. Donc, j'avais vraiment un parcours solide en corpo, comme on dit. Puis, j'ai occupé plusieurs postes. J'aimais beaucoup gérer des équipes puis faire de la formation. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai reconnu en moi, que j'ai pu transférer dans mon entreprise. Je pense que quand on aime faire de la formation ou partager de l'information, ou aider les gens puis expliquer les choses, bien, ça va de soi pour moi. Après ça, l'entrepreneuriat social puis l'intégration de gens dans l'équipe qui ont peut-être un parcours atypique. Je crois que ça collait bien avec mon envie de partager de l'information, de faire de la formation. Et quand, ensuite, tu as lancé Crowd Connection, l'agence plus structurée, on va dire, où est-ce que tu avais des employés. Puis là, le but, vraiment, c'était de redonner à travers la possibilité de former et donner des emplois qui étaient sous des bonnes conditions et des choses comme ça. Est-ce que tu as vu des difficultés au tout début de créer quelque chose d'un peu différent de ce que les gens y faisaient d'habitude? Ben, je dirais que les gens, en fait, adorent le concept et trouvent ça génial, même que ça m'aide dans ma prospection, puis ça aide le rayonnement de l'entreprise parce que les gens, maintenant, je pense qu'ils veulent beaucoup. On le voit avec la pandémie,
acheter local, ou ils cherchent une raison pour acheter un service aussi ou acheter un produit. Ils veulent plus seulement dépenser, par exemple, pour faire affaire avec une agence. Une agence va pas être la meilleure des agences, avec les meilleurs commentaires, les meilleures critiques, les meilleures notes sur Facebook. Quand les gens savent qu'ils vont avoir un service égal, un excellent service, mais qu'en plus, ils peuvent aider un petit peu à l'emploi, la réintégration de l'emploi, ben ça leur donne, ça me fait un argument de plus dans mon arc là, pour fermer les ventes, en fait, carrément. Là. Donc, puis qu'est-ce que tu offres dans ton agence plus comme service, juste pour qu'on soit vraiment bien situé sur ton champ d'action? Avant la COVID ou après la COVID? Ah ben, mettons, aujourd'hui. C'est certain. À la base, on se voulait... moi, ce que je voulais faire surtout, c'était de la gestion de médias sociaux avec de la création de contenu et puis la stratégie au niveau du numérique puis de la visibilité en ligne. Ça avait commencé à fonctionner énormément en 2019 puis jusqu'au début de l'année. Et là, avec la COVID, j'ai dû réorienter ma prospection parce que j'avais beaucoup de clients en lifestyle, comme on dit, donc en restauration, en mode. Donc là, j'ai réorienté ma prospection pour des associations, des ordres comme l'Ordre des podiatres du Québec, par exemple. Donc là, en plus des médias sociaux, on a rajouté comme service, évidemment, la rédaction de bulletins internes, la stratégie marketing, la création de plans marketing, l'étude de marché, la rédaction web. Donc, les services plus réguliers, plus conventionnels se sont rajoutés là, cette année. Puis, toi, les personnes, bon, c'est quoi les critères pour travailler pour ton agence? Est-ce que n'importe qui peut appliquer ou il faut qu'il y ait cette composante, tu sais, soit que tu fasses partie de la diversité ethnoculturelle ou quoi? Là? En fait, les critères, c'est ça. C'est que effectivement, je vais favoriser le recrutement de l'embauche de quelqu'un soit qui vient d'arriver au Québec, qui a besoin d'un emploi, qui était peut-être en communication avant, mais pas nécessairement non plus, parce que pour les médias sociaux, surtout, évidemment pas pour la stratégie, mais pour les médias sociaux, on fait beaucoup de formations en continu. À tes employés. Oui, à mes employés. Donc, en continu, pour les médias sociaux, je travaille toujours de près avec ces employés-là qui n'ont peut-être pas de formation en communication. Donc, on les forme, mais en plus, on les encadre et on les laisse pas, on les abandonne pas avec les comptes des clients tout seuls. Ils sont très, très encadrés. Mais ça s'étant dit, c'est ça. Le bac en communication n'est pas nécessairement obligatoire. Ça dépend de la tâche à laquelle la personne va être affectée. Puis on va recruter directement. En fait, moi, je me sers beaucoup des associations dont je te parlais plus tôt pour faire mon recrutement, c'est-à-dire que j'affiche auprès de ces associations et ces regroupements-là. Donc, souvent, les gens me sont référés carrément. Donc, ouais, puis je sais pas, en tout cas, j'ai fait un épisode, une entrevue avec Sam Bellamy, qui est la fondatrice de Bazooka, qui est une plateforme de mise en relation de stagiaires avec des entreprises. Puis en t'écoutant, je me dis, waouh, ça serait tellement un fit naturel. Oui, ben, je vais la contacter. J'ai contacté une autre organisation la semaine dernière qui fait ça, de l'accueil au niveau de l'immigration. Donc, j'ai pas vraiment besoin de diffuser mes recherches d'emploi tant que ça. Il y a des gens qui arrivent ici qui ont des diplômes en communication, comme il y a des femmes qui ont vécu des situations particulières comme moi, qui ont des diplômes en communication. Et puis, ça, tu sais, là, ça a de merveilleux avantages. Là, moi, mon équipe, les gens qui travaillent avec moi, ils sont très, très motivés. Ils sont impliqués. Ils savent qu'ils travaillent pour une cause quelconque. Qui a des conséquences positives sur toute l'équipe aussi, c'est-à-dire que, par exemple, plus on a de clients, mais plus on peut recruter une autre personne. Donc, même les gens qui n'aiment pas ça vendre dans mon équipe, là, ils vendent ou ils vont faire du développement de marché pour pouvoir faire grossir l'équipe. Puis il doit y avoir une belle fierté de faire partie de ton entreprise aussi, de ce genre de mission-là. Oui, tout à fait. Je vois des choses que je voyais pas avant aussi, ce qui était... En fait, je me suis fait plaisir un peu en lançant
cette entreprise-là, je vois beaucoup la confiance en soi se développer avec l'équipe, c'est-à-dire que les gens au début, ils ont peut-être moins confiance pour prendre l'appel, pour parler aux clients, ou ils vont vouloir faire approuver des choses à l'excès alors qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, il y a une progression quand les gens rentrent chez Crowd Connection et puis qu'ils arrivent ici, par exemple, c'est des nouveaux arrivants ou une femme qui sort d'une situation particulière. Des fois, ils sont insécures, ils sont nerveux, et puis je vois des choses merveilleuses. Là, dès les premiers 6 mois, leur confiance en soi quadruple. C'est vraiment beau à voir. Cool. Puis, juste une question par rapport à ton modèle d'affaires aussi. Est-ce que tu les engages de façon permanente ou à contrat? Parce que, tu sais, dans une optique de peut-être servir encore plus de monde qui en ont besoin, est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée de faire des contrats à durée déterminée pour laisser la place à quelqu'un d'autre d'obtenir cette formation-là puis d'obtenir ce tremplin-là professionnel? Oui, ben ça, il n'y a pas de problème non plus. En fait, ils sont supposés être recrutés pour du temps plein, en théorie. Mais bon, il y a pas... Moi, je suis quand même je suis ouverte à toutes les propositions, même du temps partiel, si c'était ça le besoin. Là, Mais plus permanent versus à contrat, c'était plus... Oui, oui, aussi. Oui, Ouais. non, je m'enligne. J'essaie autant que possible de retenir les employés pour des postes permanents. Puis je dirais que même les photographes que j'embauche de façon contractuelle pour mes clients, pour les médias sociaux, par exemple, même le choix de mes fournisseurs là, commence à s'enligner vers du recrutement qui est réfléchi, c'est-à-dire qu'il y a un but. Même les fournisseurs, je vais essayer d'encourager des entreprises issues de minorités visibles, des photographes issus de minorités visibles ou des femmes. Donc, puis d'utiliser autant que possible les mêmes photographes pour contribuer à leur stabilité aussi. Là. On avait écrit un article sur Aime ta marque sur la différence entre entrepreneuriat social et entrepreneuriat responsable. Puis je pense que c'est important quand même de faire la distinction au niveau du vocabulaire puis de ce qu'on essaye de créer, puis ce qu'on était arrivé comme conclusion, parce que c'est pas hyper clair non plus dans la tête des gens, c'est que l'entrepreneuriat social va aller adresser une problématique comme par exemple, tu sais, la pauvreté ou des choses comme ça de front, tandis que l'entrepreneuriat responsable va mettre, tu sais, à profit toute son expertise pour initialement faire du profit, mais le faire d'une façon qui va répondre à d'autres objectifs de développement durable ou, tu sais, des choses comme ça, mais l'objectif demeure la rentabilité. Fait que, est-ce que tu vois la chose de la même façon? Oui, c'est exactement ça, mais effectivement, les gens, c'est pas très clair pour beaucoup de gens, même des fois, les gens dans différents paliers de gouvernement connaissent pas la différence entre coop, impact social, responsabilité sociale. Donc, la tendance, puis la tendance à laquelle j'adhère, moi, c'est vraiment cette tendance-là, c'est-à-dire des entreprises qui peuvent faire un profit. Donc, des Inc. Ou des compagnies enregistrées ou incorporées, mais qui, effectivement, vont faire du profit de façon éthique, puis vont essayer de régler un problème aussi, d'apporter une solution à une problématique dans la société. Donc, parce que les deux travers leur sont pas pratique. incompatibles. Oui, exactement. Ouais, puis ça me mène justement, tu sais, comment est-ce que tu t'assures, est-ce que vous avez un code, là j'ai le terme déontologique, mais c'est pas ça que j'ai en tête vraiment, mais tu sais, avez-vous un code de pratique à l'interne pour dire comme, voici, mettons, l'âme, tu sais, de l'entreprise, puis je sais pas, comment tu t'assures de walk the talk dans un certain sens? Ah, j'ai une mission. La mission est écrite sur mon site Internet, mais à part ça, effectivement, on a commencé à mettre sur pied la semaine dernière, moi et mon équipe, quelques points qu'on appelle un guide. C'est juste ça. Ça, c'est le guide, justement, pour s'assurer qu'on garde le cap vers les valeurs de l'entreprise, puis qu'on s'éloigne pas de ces valeurs-là autant que possible. Je dirais que le guide aussi ressemble beaucoup à la Charte des droits
et Mhm. liberté. Donc, on revient à ce qu'on est supposé faire de toute façon en entreprise, c'est-à-dire pas de racisme, pas de sexisme. Évidemment, c'est pas de... Tout le monde doit s'assurer de traiter les gens dans le respect, avec patience aussi, dans mon environnement de travail. Patience parce qu'il y en a beaucoup qui sont en apprentissage, en plus de subir le stress d'arriver ici ou de sortir d'une situation particulière. Donc, je dirais que le mot-clé, c'est vraiment ça, patience, entraide, Mhm. accueil. Est-ce que tu as rencontré des difficultés, justement, que ce soit au niveau gouvernemental ou autre, pour mettre en place ces mesures d'embauche ou au contraire, tu as eu de l'aide? Tu sais, y a-tu des subventions auxquelles tu as eu droit? Y a-tu En quelque fait, chose? Tu c'est sais? ça, pas beaucoup, parce que même le gouvernement, si je vais voir PME Montréal, ils sont encore dans le modèle d'affaires de la coop. Et puis une coop, Mm. c'est beau comme ça paraît bien, mais c'est pas si simple que ça, puis c'est pas un modèle d'affaires qui convient aux personnalités de tous non plus. Faut être plusieurs, faut qu'il y ait un conseil d'administration, c'est beaucoup plus rigide comme, euh, comme format d'entreprise, là, comme cadre. Mhm. Donc, ils n'ont pas encore, au niveau des bourses et des subventions, beaucoup de choses pour justement l'entrepreneuriat à impact social, mais avec profit. Donc, Mm. non, Intéressant. ouais, ils sont pas rendus là encore. Puis est-ce que tu trouves ça ben, je sais pas, parce que peut-être tu n'avais pas nécessairement une entreprise qui était pas tu sais, à vision plus responsable, mais est-ce que tu vois, mettons, des freins qui pourraient empêcher les gens de mettre ça en place dans leur propre entreprise? Honnêtement, non. OK. Moi, là, en fait, je suis tellement convaincue de ce modèle d'affaires-là, je pourrais pratiquement discuter avec n'importe quel entrepreneur, et ça pourrait même être un bureau d'avocat. Toutes les entreprises ont une séquence de travail ou une tâche qui peuvent identifier, isoler, puis déléguer. Je suis convaincue de ça. À un salaire décent, sans couper d'emploi, puis je suis convaincue que tout le monde peut le faire. Puis quand tu dis C'est le faire, c'est... ben là, on parle, tu sais, d'engager des personnes puis de créer de l'emploi pour des gens qui n'auraient pas Oui, nécessairement la disponibilité, mais il y a aussi, tu sais, il y a d'autres façons d'être une entreprise responsable, que ce soit au niveau environnemental ou autre. Est-ce que, tu sais... oui. Ah, puis qu'est-ce que tu... t'as-tu regardé la certification B Corp? C'est-tu quelque chose que vous êtes en train d'entrevoir? Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? C'est que cette certification-là, oui, j'ai été voir, il y a plusieurs types de certifications pour les entreprises féministes, pour les entreprises, et en tout cas, il y en a un paquet. Le problème, c'est que les gens les connaissent pas, ces certifications-là. Donc, Mhm. pour le moment, il y a des processus d'application qui sont complexes, mais qui vont pas nécessairement pour le moment m'apporter plus de visibilité ou plus de crédibilité même. Donc, OK. on se penche sur ces certifications-là, mais c'est un peu comme la certification bio quand ça a commencé. Les gens ne savaient pas c'était quoi. Donc, mes clients pourraient éventuellement me poser la question, je pourrais leur expliquer, mais pour le moment, ce qui définit nos objectifs pour les prochains mois, là, c'est vraiment d'essayer de trouver des subventions, de l'accompagnement, puis des partenaires d'affaires là, qui vont, euh, qui vont reconnaître ce nouveau modèle d'affaires-là de façon un petit peu plus accrue, disons. Puis qu'est-ce qui serait le plus utile selon toi dans ta situation pour te permettre, dans le fond, d'augmenter cet impact-là que tu as au niveau communautaire? Je pense que ça serait surtout la visibilité, mais la visibilité dans les médias comme toi et moi, on fait en ce moment, ça c'est Ouais. excellent, les podcasts, et ça me permet de créer des liens. Je préfère cette approche-là, disons, que Mhm. des approches plus officielles, que ce soit des certifications. Donc, Mm. c'est ça, je pense que c'est vraiment ça qui manque. Les gens ne comprennent pas c'est quoi une entreprise à impact social, puis c'est correct, mais là, il y en a de plus en plus. Donc, je pense que de pouvoir en discuter de façon auprès d'un public plus élargi, voire même mainstream, j'essaie de rejoindre, entre autres, là,
les affaires, le journal des affaires, les journalistes de gros médias, parce que c'est ce qui va, je pense, éventuellement changer un peu la société. C'est entre autres ce que l'entrepreneuriat privé va faire avec des gens qui ont besoin d'aide. Mhm. Ouais, je pense que les entrepreneurs ont le pouvoir vraiment de changer à petite et grande échelle, tu sais, la société. Peut-être une dernière question pour toi. C'est parce que des fois, c'est un peu touché aussi avec tout ce qu'on lit, mettons, à propos du greenwashing, qui est une super bonne exemple de comment l'entrepreneur, ou, tu sais, les valeurs de responsabilité sociale, ou, tu sais, peuvent être malhonnêtes ou Oui. être utilisées comme de la visibilité juste pour le profit. Comment pas tomber dans ce piège-là, tu sais, puis je pense que même, là, tu sais, quand on s'était parlé par courriel, tu sais, je t'avais demandé, est-ce que, tu sais, toi, en tant que personne blanche qui met en place ce genre d'initiative-là, est-ce que des fois, tu sais, tu marches sur une fine ligne entre, mettons, le complexe du white savior, puis des choses comme ça, puis comment tu réponds, mettons, à cette... Oui. À cette petite ligne-là qui pourrait passer genre de comme profitabilité à ben tu sais j'utilise le message juste pour comme Oui, augmenter non, mon propre clout, tu sais. je dirais que dans mon côté, c'est drôle parce que moi, je le vois, je le ressens pas, en fait, ça, pour la simple et bonne raison que moi, mon environnement, il est mélangé, c'est moi la minorité visible. Je suis vraiment dans un milieu mixte à tous les niveaux. Donc, que ce soit couleur, religion, donc au début, puis les gens avec qui je travaille, les partenaires, les associations que j'approche aussi, sont des milieux mixtes complètement aussi à tous les niveaux. Donc, je ressens pas ce questionnement-là à date plus qu'il faut parce que d'où je viens, même où j'ai grandi, tout le monde est l'allié de tout le monde, en fait. Je pense que c'est vraiment ça la réponse. La réponse, bon, il y a toujours des gens qui veulent faire du profit ou qui veulent la publicité ou qui... Bon, il y en a partout. Ça va pas changer demain, mais si on regarde l'histoire, par exemple, le vote des femmes, ou le fait que les femmes aient pu voter, ben ça s'est passé parce que les femmes avaient des alliés de sexe masculin aussi dans les gouvernements. Donc, je pense qu'il faut vraiment rester optimiste par rapport à la bonté des gens et à l'intention des gens. Puis, travailler plus comme alliés maintenant que peut-être de façon ou en silo, c'est-à-dire, bon, lui est blanc, elle est noire, lui, il est gay, elle est ci, non. Ouais, avoir des checklists de j'ai-tu toutes les tokens que j'ai besoin d'avoir pour faire passer, ouais. Tu sais, vraiment, je pense que là, le mood, puis avec la pandémie, tout ce qui est arrivé cette année, je pense que les gens commencent vraiment à réaliser que ben, finalement, tous ces groupes-là, c'est drôle parce que souvent je dis les groupes féministes veulent la même chose que les communautés visibles, les Noirs, les Autochtones. On veut tous la même chose. Donc, si on travaillait ensemble, ça serait tellement mieux. On arriverait peut-être plus vite à nos objectifs qu'en faisant nos choses de façon isolée de notre côté. Donc, la vision qu'on a et la perception qu'on a dans mon entourage, c'est vraiment ça. OK, tu fais partie d'une communauté XYZ, comment on peut t'aider? Puis ouvrir le dialogue avec cette communauté-là, puis voir. Okay. C'est ça. Super intéressant. Puis je pense que aussi, tu sais, peut-être comme mot de la fin, tu sais, de dire c'est mieux d'oser puis se tromper, puis de, tu sais, d'être à l'écoute que de juste avoir peur de qu'est-ce qu'on aurait l'air, puis que les gens ils vont penser, puis finalement rien faire parce que on a peur d'être parfait, parce que je pense que de pas être parfait, parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui se freinent dans leurs élans sociaux, surtout dans le contexte progressiste dans lequel on est, où tu sais il y a comme le politically correct, puis
Puis les gens, des fois, ils ont peur d'ouvrir la conversation parce qu'ils veulent pas offusquer ou ils pensent pas qu'ils ont les mots ou des choses comme ça. Fait que... Ben exactement, on cherche beaucoup. Maintenant, on veut toujours trouver le mot parfait, mais ça n'existe pas. Comment je peux t'aider? Est-ce qu'on peut s'asseoir? C'est ça, le mot parfait. Ouais. Puis je pense que, tu sais, d'avoir fait, tu sais, justement, comme là, toi, tu as utilisé ton modèle d'affaires pour voir est-ce qu'il y a un impact que je peux faire à ce niveau-là, puis comment est-ce que je peux l'appliquer dans mon day-to-day. Puis, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais, tu sais, c'est quelque chose. Il y a une solution. Une solution, c'est jamais parfait. Puis, en trouvant des petites solutions comme ça, chaque entreprise peut faire avancer, par exemple, 5 personnes, puis servir de tremplin pour 5 personnes. Donc, c'est déjà majeur, là. Mm-hmm. Cool. Ben, merci beaucoup. Puis, où on peut en savoir plus, faire appel à tes services, comment on fait pour te suivre? C'est quoi tes plateformes préférées? Oui, j'adore Instagram. Donc, les gens peuvent me suivre, moi, Isabelle Malbeuf, sur Instagram ou Crowd Connection avec un K sur Instagram. Et il y a aussi mon site internet au www.crowdconnection.com, crowd avec un K et connection avec un K. Puis tu as un podcast in the making. In the making, oui. Ça va tourner aussi autour des histoires des femmes. Cool! Pas d'entrepreneuriat, mais des histoires des femmes. Ah, j'ai hâte d'écouter ça, alors. On va se revoir. Isabelle, super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Puis, je vais mettre tous les liens dont on a discuté dans les notes de l'épisode. Et je vous encourage toutes qui écoutez, si vous avez des questions sur les entreprises à impact social, sur l'entrepreneuriat responsable, vous pouvez aller peut-être en jaser avec Isabelle et en apprendre plus sur son expérience. Ça me ferait plaisir, Tatiana. Merci beaucoup pour ton temps. Bonne journée. Merci. Bye. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!